Vous êtes sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko veulent incarner une nouvelle génération de dirigeants africains, une nouvelle praxis politique, une nouvelle gouvernance et marquer une rupture avec les gouvernances précédentes. Mais quel regard jeter sur les 12 premiers mois de leur gouvernance? Nous recevons pour en parler Maître Saïd Larifou. Il est un ancien avocat de l'actuel Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Il est par ailleurs l'une des principales figures de l'opposition comorienne. Il est notre invité. Maître Saïd Larifou, bienvenue et merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez fait partie du collège d'avocats qui ont défendu valablement l'actuel Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko au cœur de la crise sénégalaise. Vous avez contribué à libérer l'homme qui est aujourd'hui le chef du gouvernement sénégalais. Quel sentiment vous anime aujourd'hui d'avoir à la primature du Sénégal l'homme qui, 2 mois avant cette présidentielle, ne savait même pas qui sortirait de prison? Oui, le sentiment qui m'anime encore, c'est de dire tout simplement qu'il n'y a pas de fatalité. Et que dans la vie, lorsqu'il s'agit d'un combat politique, la victoire, on ne vous l'offre pas sur un plateau doré. Il faut, lorsque vous avez des convictions, lorsque vous croyez à votre combat, au combat que vous menez, il faut y aller jusqu'au bout. Et c'est ce que je retiens. Bon, bien sûr, il y a de l'émotion lorsqu'on voit aujourd'hui le président Diomaye au palais présidentiel et Ousmane Sonko à la primature. Effectivement, très peu de gens y croyaient. Mais le peuple sénégalais croyait aussi et est très attaché à son héritage démocratique. Absolument. Et dès lors qu'un peuple croit en ses valeurs, absolument, dès lors qu'un leadership s'affirme et incarné avec un discours clair et puis avec une résilience hors commun, rien n'est impossible. Tout est possible. Et c'est la leçon qu'on doit tirer. Et moi, lorsque Ousmane Sonko m'a fait l'honneur de me demander d'intégrer le pôle d'avocats qui assumait sa défense, j'ai accepté spontanément puisque je voyais en ma présence, comme celle d'autres confrères, éminents confrères, je voyais une victoire possible. Bien sûr, pour le Sénégal. C'était pas évident. Aussi, voilà, c'était pas évident, mais je voyais qu'il y avait une victoire possible pour le Sénégal, mais aussi pour l'Afrique, puisque le discours et le combat que menait Ousmane Sonko et les réalisations qui sont en cours actuellement transcendent le Sénégal, va au-delà du Sénégal, puisque le message, c'est un message africain, et incarné par un homme, une équipe, et puis il y a un peuple aussi qui a une vision africaine de son existence. Bon, donc je voyais qu'il était possible de faire gagner l'Afrique à travers le combat mené par Ousmane Sonko, ce qui n'était pas évident. Ça ne l'est pas non plus aujourd'hui, même s'ils sont au pouvoir. Mais ça demande un soutien massif, même aujourd'hui, peut-être plus aujourd'hui qu'hier, du peuple sénégalais, mais avec aussi le soutien des forces vives africaines qui croient encore. Et je peux vous apporter un témoignage qui vient d'un peu partout d'Afrique, des leaders très affirmés, même des anciens chefs d'État. Je vous donne l'exemple du président Thabo Mbeki d'Afrique du Sud, qui, je pense et je l'espère, rencontrera Ousmane Sonko, sans doute pour un passage de témoin. Et je peux vous raconter aussi le témoignage d'un leader de la RDC également, qui était ancien candidat, Monsieur Chadaï ou... Ils étaient nombreux, Moïse Katumbi. Moïse Katumbi également. D'accord, Moïse Katumbi. Je peux vous raconter aussi des Congolais venant de Kinshasa. Oui. Kinshasa, et puis oui, ils sont nombreux, des dizaines et des dizaines de leaders africains qui s'inspirent de ce qui s'est passé au Sénégal. Je peux vous dire des anciens candidats aux élections présidentielles au Kenya,
Et puis à Nairobi, à Dar es Salaam, même à Kampala également. Raila Odinga, etc. Oui, voilà, bon donc, qui, à mon avis, manifeste un intérêt à ce que le combat qui a été mené au Sénégal, qui a porté le Sénégal sur le toit de l'Afrique, soit mené, soit perpétué. Et je pense que certains ont tendance à minimiser ce qui s'est passé au Sénégal, mais ils s'y trompent. C'est un événement majeur, historique. Qui transcende le Sénégal. Qui transcende. Et le premier mérite revient d'abord au peuple sénégalais, il faut le dire. C'est très important. Alors, puisque ça transcende le Sénégal, se pose la question, Maître Saïd Larifou, s'ils vont tenir sur la durée. Vous avez sur le continent de raca de gens qui étaient dans l'opposition et qui, une fois au pouvoir, font autre chose que ce qu'ils ont combattu. Je peux même citer le cas même de Macky Sall lui-même qui était dans l'opposition, qui portait les mêmes combats qu'ont porté les Bassirou Diomaye Faye et les Ousmane Sonko. Je pourrais même vous citer Alpha Condé, 40 ans d'opposition, qui a connu la prison et qui, une fois au pouvoir, a fait ce que nous connaissons. Est-ce qu'ils tiendront? Est-ce qu'ils resteront fidèles à cet idéal qui est né et qui a transcendé le Sénégal? Bon, vous savez, je vais vous dire une chose, c'est que je passe beaucoup plus de temps en Afrique qu'en Europe. Je sais, pas tout, mais je sais certaines choses qui se réalisent au Sénégal. Je sais aussi, je mesure l'attente sociale de la population. Et je suis aussi témoin des problèmes posés par l'ancienne équipe. Oui. Il faudrait, à l'équipe actuelle, dirigeante, il leur faut beaucoup de courage, de résilience et de détermination. Je sais qu'il y a une volonté de la part des dirigeants. Il y a une volonté, il y a une équipe dirigeante qui est entourée par des fidèles, par des gens qui croient, qui se sont investis et qui ont souffert pour que le projet soit élu par les peuples sénégalais. Et à partir de là, il leur faut le soutien des forces vives africaines qui croient en leur démarche pour qu'ils réussissent au Sénégal. Et une fois qu'ils réussiront à réaliser le projet au Sénégal, il n'y a aucune raison à ce que d'autres leaders africains ne s'inspirent pas de ce qui se passe au Sénégal pour faire rayonner cet idéal néo-panafricain. Vous voyez, qui, je pense, et en tout cas je milite dans ce sens, doit reposer, cet idéal néo-panafricain doit reposer sur la démocratie, qui est à notre portée, qui est aussi idéal de justice. Et c'est pour cette raison que j'étais à Dakar, j'ai tenu une conférence de presse pour dire que, bah, écoutez, le combat pour la démocratie, on l'a gagné. Au Sénégal. Au Sénégal. Maintenant, il y a aussi le combat pour la justice. Oui. Et ce combat pour la justice doit porter sur contre l'impunité. Contre l'impunité, des justement. crimes économiques et des crimes et des assassinats politiques. Justement, Maître Saïd Larifou, vous avez prononcé les mots importants, détermination et volonté. Et visiblement, il semble, le Premier ministre actuel, le Président de la République, et ces deux personnalités du Sénégal semblent être animés par cette volonté. Et ils affichent cette détermination. La question c'est, nous avons affaire à des États africains où les sociologies locales sont complexes, les pesanteurs politiques sont lourdes. Est-ce que vous pensez qu'ils iront jusqu'au bout de leur démarche, notamment en ce qui concerne la lutte contre l'impunité, et en faisant répondre devant la justice sénégalaise les responsables sénégalais qui ont pillé l'économie du pays avant eux? Vous savez, nous avons un continent qui est jeune, Oui. qui attend beaucoup de nos leaders politiques et puis de leaders de forces vives, qu'ils tracent le chemin, qu'ils s'inspirent des bâtisseurs de ce continent, puisque ce continent n'aurait pas eu les valeurs qui nous animent, sur lesquelles nous nous identifions aujourd'hui, si nous n'avons pas eu des bâtisseurs. L'exercice du pouvoir n'est pas un fleuve tranquille. Non. Voilà. Et il faut certaines convictions, il faut une volonté. Ils ont ça.
il faut aussi à ce que les soutiens, non seulement viendraient du peuple sénégalais, qui leur ont fait confiance, mais aussi, il faut aussi que le soutien vienne de ceux qui pensent qu'il y a une autre Afrique est possible. Moi, je ne suis pas de ceux qui se mettent en marge pour savoir s'ils vont réussir ou non. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'ils peuvent, qu'ils doivent, réussir. Et à partir de là, il faut le soutenir. Et le soutenir, c'est soutenir le continent africain. Vous savez, dans une équipe, il faut plusieurs composantes. Oui. Il y a des attaquants, il y a les défenseurs, il y a les défenseurs, il y a les alliés, il y a les alliés, etc. Oui. Bon, aujourd'hui, nous avons un des nôtres qui bénéficie d'une très bonne lisibilité. Ben, il faut le soutenir. Vous parlez du président Bassirou. Oui, et du Sénégal. Du Sénégal, moi tu parles du Sénégal. Du Sénégal. Et je pense que la réussite du Sénégal pousserait d'autres à dire, bah, écoutez, si nos frères et sœurs du Sénégal ont réussi, pourquoi pas nous? Voilà. Bon, donc c'est pour cette raison que je dis qu'il nous faut des champions, dans la mesure où nous avons une équipe qui est très engagée, qui a une volonté de faire, de vouloir réussir. Ben, il faut le soutenir. Maître Saïd Larifou, vous êtes un homme de droit, vous êtes un praticien de droit, donc c'est une chance que de vous avoir pour aborder la question de justice, puisque vous venez de parler justement de justice. 7 milliards de dollars de dettes camouflées par le président, l'ancien président Macky Sall, des milliards détournés, c'est la Cour des comptes qui le dit, mais le FMI, l'équipe du FMI qui vient de séjourner au Sénégal aussi et l'atteste, dans l'hypothèse qu'il ne se présente pas lui-même devant la justice au Sénégal, qu'est-ce que le pouvoir sénégalais fait? On fait une demande d'extradition, après une mise en accusation bien sûr, une demande d'extradition au Maroc. C'est quoi les hypothèses possibles? Puisque de tout on évolue vers une mise en accusation. Oui, vous savez, lorsque je parlais de l'exemple, oui. Il y a eu l'exemple démocratique sénégalais. Oui. Et tout le monde a salué. Oui. Tous les Africains, mais en tout cas ceux qui sont attachés à la réussite de notre continent, ont salué, puisque nous nous sommes tous identifiés par rapport à cette réussite démocratique. Maintenant, il faut aussi une réussite au niveau de la justice. Oui. Et je pense que c'est pas parce que j'étais l'avocat d'Ousmane Sonko et puis de Pastef, loin de là, puisqu'il faut voir les choses de façon objective. Moi, je suis un démocrate, progressiste et profondément africain. Lorsque je vois une institution constitutionnelle d'un pays africain qui sort un rapport dénué de toute subjectivité, puisque je ne vois aucun intérêt à ce que FMI, qui hier a travaillé avec, que ce soit le président Abdou Diouf, que ce soit le président Abdoulaye Wade, et puis hier avec Macky Sall, et qui vient aujourd'hui travailler non pas avec l'équipe Sonko ou bien Diomaye, mais travaille avec le Sénégal, puisque c'est le pays, et non pas ceux qui dirigent le pays. Oui. FMI vient dire, confirmer que, bah, écoutez, oui, on a tous été dupés. Bon, donc, il ne s'agit quand même pas de 7 000 francs. Non. Mais il s'agit de 7 milliards de dollars. Donc, il s'agit pour moi d'un crime économique. C'est un exemple. Le Sénégal a l'obligation de donner l'exemple. Et que ces crimes économiques ne restent pas impunis. Nous, vous savez, dans une famille, il y a toujours l'aîné, il y a toujours qui donne l'exemple. Oui. Et puis les autres suivent. Nous, aujourd'hui, la jeunesse africaine a besoin des exemples, vous voyez. Et par rapport à ce qui se passe dans certains pays africains, ceux qui aiment l'Afrique, qui veulent la réussite du continent, applaudissent. Même si ça se passe au Burkina, ça se passe au Centrafrique, je ne sais pas où, la réussite africaine est souvent saluée par tous les Africains. Puisque nous nous identifions par rapport aux crimes, aux assassinats, pour dire, bah, écoutez, nous sommes concernés par rapport à ces assassinats. Lorsqu'il s'agit d'une réussite économique, c'est pareil. Bon, donc aujourd'hui, je pense que l'opinion africaine est outrée, est choquée par rapport à ce braquage économique. 7 milliards de dollars. C'est quand même pas croyable. Les gens ont du mal à imaginer. Mais très rapidement,
Comment s'imaginer la procédure? Une haute cour de justice va être installée, si ce n'est pas déjà le cas. Il y aura la mise en accusation. Et puis, il y aura quoi? Un mandat d'arrêt contre Macky Sall? Bon, je ne sais pas quelle sera la procédure qui sera engagée. Et je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas quelle est la procédure qui est engagée. Je ne peux, à ce stade, qu'exprimer un vœu, un souhait, et qui n'est sans doute pas isolé. Mais beaucoup de gens souhaiteraient que ces dirigeants qui s'enrichissent en toute illégalité, au détriment des peuples, soient poursuivis. Mais une question de droit, très rapidement. Il y a aujourd'hui des Sénégalais qui sont empêchés de voyager, qui ne peuvent pas prendre un avion et quitter le Sénégal, et qui dénoncent une restriction des libertés. Quel regard avez-vous? On se souvient, il y a encore quelques jours, le ministre Mansour, beau-frère du président Macky Sall, a été empêché à l'aéroport de quitter le Sénégal, mais il n'est pas le seul. Enfin, en tout cas, tous ceux qui ont participé à la gouvernance Macky Sall, qui sont encore au Sénégal aujourd'hui, ils ont des difficultés à quitter le pays. Mais c'est normal, hors cadre procédural, que ce ne soit pas une décision d'un juge qu'on empêche des gens de voyager. C'est ça aussi qui complique la question de la lutte contre l'impunité. Oui, bon, moi, lorsqu'il s'agit de procédure, effectivement, il faut être très prudent. Oui, c'est ça. Puisque la mère de la procédure, la mère des poursuites pénales et le respect des procédures. Voilà. Le manque, tout déficit en termes de respect de la procédure peut entraîner, effectivement, de sérieux problèmes quant à la gestion du dossier pénal. Donc il faut effectivement être très, très, très exigeant, puisque la procédure pénale, c'est le cœur même de tout dossier pénal. Donc il faut respecter. Respecter les règles. Bon, ça c'est l'appel que je lance. Bien sûr. Mais bon, j'ai aussi une pensée pour avoir été témoin, acteur et témoin. Acteur judiciaire, puisque j'étais présent au cœur de ce combat politico-judiciaire mené par M. Sonko. J'étais témoin des crimes, des assassinats, des jeunes Sénégalais qui ont été froidement assassinés, et tout simplement parce qu'ils manifestaient leur attachement viscéral aux acquis démocratiques de ce grand peuple, de ce grand pays. Bon, donc j'ai une pensée pour eux. Mais par contre, ceux qui aujourd'hui, ils sont conscients, ils le savent, qu'ils ont des choses à se reprocher, puisque ils sont personnellement impliqués dans les assassinats commis pour des raisons politiques. Ils le savent. Ils savent qu'ils sont impliqués dans les crimes qu'on appelle des crimes. Non, il ne s'agit pas des crimes normaux, ordinaires. Il s'agit des crimes contre l'humanité. Puisqu'ils ont commandité des assassinats politiques. Donc il s'agit d'un crime contre l'humanité. Vous savez, les gens ont tendance à restreindre la notion de crime contre l'humanité pour dire que crime contre l'humanité, c'est les génocides, c'est crimes de guerre. Mais non. Toute forme d'atteinte grave aux droits démocratiques est un crime contre l'humanité. Donc ces gens-là le savent. Je pense que si je peux me permettre, je l'ai dit, hein, je ne suis pas sûr que je peux, mais bon, si je peux me permettre, c'est de leur demander de garder un minimum de dignité et faire preuve de compassion aux familles des personnes froidement assassinées. Et puis, il faut qu'ils savent aussi que 4 milliards, 7 milliards plutôt, c'est quand même pas... Bon, donc, il y a quand même... S'ils aiment le Sénégal et le Sénégalais... Et s'ils sont responsables, ils ont le sens de responsabilité, il y a quand même un minimum de retenue, etc. Voilà. On avance dans cette émission. Très rapide, encore 2 petites questions. Maître Saïd et Larry, vous avez été au cœur du combat pour la préservation des acquis démocratiques. Vous venez de dire le mot pour la protection des libertés fondamentales. C'est très important. Il se trouve que conceptuellement, aujourd'hui, vous avez ces intellectuels du continent qui nous expliquent que
ces notions de démocratie, de droits de l'homme, de gouvernance démocratique, de limitation du nombre de mandats, etc., c'est pour les Blancs, c'est pour les Occidentaux, et qu'il faille redéfinir un nouveau concept africain adapté à l'Afrique. Quel est votre avis sur cette question? On nous raconte que Roosevelt aurait fait 4 mandats, Angela Merkel aurait fait 5 mandats, etc., et que, bon, de toute façon, c'est pas très grave si le nombre de mandats n'est pas limité, que ce n'est pas une donnée africaine. C'est quoi votre avis sur cette question? Bon, moi, je suis très pragmatique. Ça me choque d'entendre ça, puisque si ces propos ou bien ces analyses venaient d'un blanc, je pense qu'il serait le premier à s'offusquer, que c'est du racisme. Que c'est du racisme, etc. Il s'agit de la démocratie. En tout cas, je suis parmi les Africains qui croient et qui combattent parce que nous pensons que la démocratie est une valeur universelle. La liberté n'est pas réservée à certaines catégories d'individus. C'est comme si nos frères et sœurs intellectuels africains disent que, écoutez, oui, la nature humaine est ainsi. L'esclavage, nous devons avoir des castes supérieures, et puis même chez nous en Afrique, c'est tout à fait normal, et qu'il y ait une supériorité ethnique et qui doit écraser les autres puisque l'Afrique est faite ainsi. Non. La liberté est une valeur universelle qui est attachée à la personne humaine. Et ça, ce n'est pas une notion réservée à certaines populations, à certaines ethnies, c'est universel en fait. C'est comme si aujourd'hui, certains de nos frères intellectuels, en tout cas qui ont accès à des médias, et qui ont même la possibilité de s'offrir des médias, c'est comme si aujourd'hui ils vont dire, écoutez, oui, bon, tu peux te faire tuer le jour des élections puisque tu n'étais pas favorable au président en place. Oui. Et que c'est tout à fait normal que tu sois assassiné puisqu'on est en Afrique. Non. Ils se trompent complètement. En tout cas, ils ne seront pas le seul. Il faut qu'ils le sachent. Et d'autant plus que certains parmi eux portent l'étendard du panafricanisme. C'est de leur dire non. Il y a ceux qui pensent que l'Afrique a les moyens. Et nous avons les ressources humaines nécessaires. Et il y a des pays où ça marche. Il y a des pays où ça marche. Moi, je suis désolé, mais là, aujourd'hui, si vous allez dans un pays, à l'île Maurice, récemment, il y a une alternance démocratique qui est un peu tendue, puisqu'il s'agit d'un affrontement politique. Et nous savons qu'en Tanzanie, le président est décédé, c'est la vice-présidente sans le moindre incident qui est Ghana. Au Ghana, ça s'est bien passé. Il y a plein d'anciens chefs d'État, ça fait la fierté des Ghanais. C'était difficile. Au Libéria. Oui, il y a eu affrontements. Au Sénégal, il y a eu des morts. Mais bon, il y a eu aussi un homme, une équipe, un discours et un peuple qui ont cru. Bon, je ne vais pas dire que c'est facile, c'est tout un processus, mais je pense que certains, s'ils sont fatigués, si pour des considérations que nous pouvons comprendre, succombent à certains intérêts et qu'ils pensent que c'est impossible pour l'Afrique d'être un continent libre et démocratique, qu'ils laissent à ceux qui croient et ceux qui sont engagés et qui sont même disposés à laisser leur peau, et puis le pain d'intérêt que nous avons dans ce monde, qui les laissent mener ce combat. En tout cas, moi, je suis de ceux qui pensent que la démocratie est née en Afrique. Et nous avons eu, pendant des siècles, une rechute, n'est-ce pas, démocratique en Afrique. Mais désormais, aujourd'hui, nous avons du personnel politique qui rencontre sans doute des difficultés, qui rencontrera des difficultés, mais qui est convaincu de pouvoir rebâtir notre continent sur des bases solides, de la bonne gouvernance, un état de droit, une justice, et puis surtout la fraternité et la solidarité et l'humanisme aussi qui est à la portée de l'Afrique. Dernière question pour finir, Maître Saïd. Larifou, je l'ai dit, vous êtes aujourd'hui l'une des principales figures de l'opposition comorienne. On sait que le problème principal que vous avez toujours eu, vous, membre de l'opposition comorienne, c'était la division. Il était difficile pour vous. Il a été pendant longtemps difficile pour vous de vous unir. Et là, on semble percevoir les signes d'une forme d'unité. Est-ce que c'est quelque chose de vrai, de solide, qui pourrait être durable? Oui, c'est quelque chose de vrai, mais en tout cas, c'est un souhait.
exprimée avec force par le peuple comorien. Le peuple comorien, dans le contexte actuel de démolition de la nation comorienne, puisqu'il faut dire les choses, Azali, ça fait déjà une décennie, il a réussi une chose, c'est qu'il a démoli la nation comorienne. Et donc il faut reconstruire les Comores. Pour reconstruire les Comores, dans le contexte actuel, il y a une seule chose à mon avis qui doit mobiliser les forces vives, c'est l'unité. Puisque aucune force ne peut seule parvenir à reconstruire ce pays. Le pays a besoin d'être rebâti. Et nous avons des défis immédiats, c'est de unir tous les enfants des Comores. Le deuxième défi, qui est aussi immédiat, c'est restaurer la confiance. Dans le contexte actuel, les Comoriens ne croient plus à la force des forces vives du pays pour rebâtir le pays. Et certains, pour des considérations sociales, puisqu'Azali a réussi, vous savez, la dictature, la première chose qu'elle fait lorsqu'elle s'installe dans un pays, c'est de poser des actes qui appauvrissent le peuple, pour que le peuple soit dépendant de ces pratiques. Et c'est ce qu'Azali a réussi à faire, c'est de rendre les Comores et les Comoriens très très pauvres. Et puis, autre chose, et ça les Comoriens, en tout cas moi je suis de ceux qui sont disposés à nous battre, puisqu'on n'a aucune raison de vivre dans ce bas monde si les fondamentaux, le socle des valeurs qui ont été bâties par les pères fondateurs de notre pays disparaissent. Nous ne pourrons pas accepter. Beaucoup ont perdu leur vie, leur sang, ont fait couler leur sang pour que les Comores deviennent un pays démocratique. Nous sommes un pays démocratique. Azali veut faire hériter son pays à son fils. Il l'a nommé secrétaire général du gouvernement, encore il est libre, mais il a attribué à son fils toutes les compétences dévolues par la Constitution au chef de l'État. Et c'est pas fini. Lors d'un discours, même, il a essayé de faire un démenti, mais bon, c'était direct. Tous ceux qui connaissent la langue comorienne ont compris. Et il a dit, bah, écoutez, j'ai 3 foyers conjugales, c'est Madame Azali qui tient ce foyer, j'ai un deuxième foyer, c'est mon parti politique, vous ferez ce que vous voulez, et le 3e foyer, c'est le pays. Si vous n'arrivez pas à me destituer, je remettrai le pouvoir à mon fils. Il a dit ça. Il l'a dit, c'était public. Bon, donc à partir de là, les forces vives comoriennes ont pris conscience qu'ils ont une responsabilité historique, c'est de sortir le pays entre les mains d'Azali. Merci. Merci, Maître Saïd. Et là, il faut que je rappelle que vous êtes un ancien, un avocat de l'actuel Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, l'un des leaders de l'opposition comorienne, fortement engagé dans le combat pour une meilleure démocratisation de votre pays, les Comores, et surtout pour une alternance démocratique. Bon courage à vous. Merci. Dans votre combat. C'était notre invité. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre invité.